Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la radio 100% urbaine Watt FM et sur la télévision interactive True TV. Dans le prétoire aujourd'hui, la lutte contre la corruption au lendemain de la commémoration le 11 juillet de la journée africaine dédiée à cette cause. Nous arpentons donc les sentiers de la lutte contre la corruption au Burkina au travers de quelques faits d'actualité avec Pissiamba Ouedraogo, secrétaire exécutif adjoint du réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Bonjour Monsieur Ouedraogo et merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Fidèle au poste, les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara siègent pour l'audience de ce jeudi. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour Président Tomondi, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour juge Vara, bonjour Président Tomondi, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bernard Bougman, bonjour à toutes, bonjour à tous, à nouveau bienvenue dans le prétoire du tribunal de l'actualité. C'est l'instant avant-propos des juges que je convoque à présent. Vous l'attendiez tous, il est là, cet instant, avant-propos que commence Bernard Bougman. Merci Président, mon avant-propos va concerner ce jeune bachelier de Dougou qui effectivement a repris le baccalauréat du nom de Lassane Soré, qui a repris le baccalauréat parce qu'il avait eu l'année dernière avec 10,35. Mais comme le jeune rêve d'étudier en médecine, il dit que 10,35 ne lui permet pas d'être orienté au département de médecine pour vivre la vie de ses rêves. Et donc, baccalauréat série C, il se réoriente en série D et cette année, il remporte avec 14,96 donc comme moyenne pour pouvoir effectivement vivre ce qu'il veut, donc sa passion, c'est-à-dire faire les études en médecine. Donc son rêve, effectivement, c'est d'intégrer cette faculté de médecine-là. Donc, j'ai dit, voilà un champion qu'il faut célébrer, qui crée des émules. Pour certains, il a pris un gros risque, oui, mais c'est ça la vie, c'est des risques. On a des choix, on a des rêves qu'on poursuit, pour lesquels on est prêt à ne rien concéder, quel que soit le prix à payer. Parce que obtenir le baccalauréat, estimer que ça ne rentre pas dans vos objectifs de vie et qu'il faut une meilleure moyenne, quitte à se réorienter, perdre même la bourse, parce que, étant donné qu'il faisait partie des meilleurs après le BPC, et donc avait intégré le lycée scientifique à Dédougou, il a la bourse. Mais il perd la bourse, parce que c'est pas aussi un élève issu d'un milieu social favorisé. Quand on regarde la bâtisse dans laquelle il vivait, quand on tient compte également du nom du quartier déjà, Hong Kong, c'est un quartier, selon ce qui a été rapporté, très difficile aussi, dans des conditions difficiles. Et j'ai dit bien que c'est dans ces conditions qu'il a effectivement poursuivi et obtenu cette moyenne-là. Donc ce rêve, c'est pouvoir effectivement intégrer l'INSA au niveau de Bobo Dioulasso pour pouvoir poursuivre des études en médecine. J'ai dit que c'est des champions comme ça qu'il faut célébrer. Encourager cet effort, encourager ce risque également qu'il a pris et dire au Burkinabé que c'est possible. Nous prenons l'exemple dans le domaine du développement personnel, ailleurs, des gens qui ont pris des risques, des gens qui ont défié par moments les lois de la physique et tout pour pouvoir avancer, pour poursuivre leurs rêves. Alors que devant nous, sous nos yeux, devant nous, il y a aussi des hommes et des femmes qui prennent ce risque-là pour dire que c'est possible à force de mettre le cœur et d'y croire. Donc bravo à Lassane Soré et à tous ceux qui ont cru en lui, vivement que son rêve de pouvoir étudier dans le département de médecine puisse se réaliser à la fin des orientations. Et c'est sûr que comme la médecine, c'est un objet de passion pour lui, on aura un médecin passionné qui va contribuer effectivement à réparer des vies, qui va continuer à donner de l'espoir. Encore une fois, félicitations à lui et du courage à lui pour la suite. Félicitations et du courage à ce Burkinabé qui a su donc concrétiser son rêve. Nous écoutons à présent Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner le dernier Conseil des ministres et ce qui a été décidé dans la partie économie, notamment sur la question des marchés. Le but, c'est assurer la célérité dans la mise en œuvre des projets dans un contexte sécuritaire. On parle de projets spécifiques et dans les innovations majeures, il
il y a l'arbitrage par le Conseil des ministres des projets spécifiques définis au niveau des départements ministériels. Il y a le contrôle a priori par les institutions en charge du contrôle et puis la question des sanctions pour assurer une meilleure exécution des marchés. Quand on entend célérité dans la question des marchés, il y a toujours la prudence. C'est comme quelqu'un disait, allons doucement, on est pressé. Parce que la meilleure façon de ne pas se créer des problèmes, quelquefois, c'est de regarder step by step quel est le process, est-ce qu'on y est conforme. C'est vrai qu'on est dans un contexte qui est assez difficile. Je pense que ici sur ce plateau, on avait reçu un enseignant-chercheur qui travaillait sur, comment on appelle ça, notre satellite. Oui, c'est ça. Et sur des questions de passation, alors que, bon, ça devait être trivial, il est coincé. Ils ne peuvent pas avancer dans un projet dans lequel le Burkina a déjà mis beaucoup de millions, mais pour quelques millions, on est coincé parce que la façon dont nous travaillons est difficilement arrimée à ce qui lui est demandé en termes de célérité. Ça aussi, c'est quelquefois des réalités, donc il faut regarder dedans de façon spécifique. Donc il devait avoir, en tout cas, pour moi, une dynamique peut-être particulière pour ces éléments-là, mais pas pour tout. C'est pour ça, quand on parle de passation de marché, mais on parle de projet spécifique, on est un peu plus réservé dans l'analyse qu'on fait. Mais seulement, je dis, la question de célérité, là, souvent, il faut être très prudent. C'est vrai qu'on est dans un contexte, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il faut y répondre très rapidement. Il y a une administration qui doit être, en tout cas, dans sa façon de fonctionner, dans sa structure, en tout cas modélisée pour. Mais on va regarder ce que ça va donner. Étant entendu qu'il y a certaines passations aussi qui avaient déjà été décriées, des gré à gré, on dit, bon, les textes le permettent et tout, mais même quand ils le permettent, est-ce que ce qui paraît être un genre d'exception là, dans la pratique comme ça le faire, est-ce que c'est ce qui s'y est? Ça suscite toujours autant de questions. Mais on va voir ce que tout cela va donner. Prudence et Geoffroy Vara qui fait donc un clin d'œil à Frédéric Ouattara, porteur du projet Burkina Sat 1. C'est la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. C'est une audience consacrée au jugement de la lutte contre la corruption. Une actualité qui sera examinée par les juges sous la déposition de notre convoqué du jour, Pissiamba Ouedraogo, secrétaire exécutif adjoint du RENLAC. Le RENLAC, c'est le réseau national de lutte anti-corruption. Anti-corruption. Messieurs les juges, c'est à vous. Notre convoqué est là. Bernard Bougman. Ok, merci. Alors, monsieur Ouedraogo, habituellement, quand on vous a sur un plateau, c'est parler Sincha. C'est parler de faire en sorte que les conditions de vie matérielles, le travail, les conditions de vie sur le plan moral également des travailleurs du domaine de la santé puissent être réalisées. Donc c'est cette longue lutte que vous avez menée dans ce domaine. Aujourd'hui, vous venez parler du RENLAC, mais moi j'ai une question de généralité liée à l'avant-dernière décision du Conseil des ministres par rapport au secteur de la santé, où on donne 2 ans maintenant aux médecins spécialistes pour officier dans le privé, mais après les 2 ans, vous faites le choix de rester dans le privé ou de venir au public. Pour les autres corps, c'est 1 an, notamment les infirmiers et autres. Bon, qu'en pensez-vous? C'est vrai que vous n'êtes pas là avec la casquette du Sincha, mais pour avoir été longtemps secrétaire général des secrétaires exécutifs, nous voulons vous entendre sur cette décision du gouvernement burkinabé. Bien, merci. Je crois que c'est un sujet de préoccupation du Sincha, en fait des populations. Depuis la prise de mesures de privatisation de la santé, l'idée que le Sincha se fait de cette décision, c'est que le système national de santé publique doit être le principal, disons la principale source de prise en charge sanitaire des populations, et le privé, c'est un complément. Mais nous constatons au fil des années que les structures privées, en réalité, même du point de vue quantitatif, en tout cas en ce qui concerne les zones urbaines et semi-urbaines, sont même en plus grand nombre que les formations sanitaires publiques. De notre point de vue, le syndicat estime,
en tout cas, je pense ne pas trahir l'organisation, puisque ce n'est pas concerté avant que j'en parle. La préoccupation du syndicat est que l'État continue toujours à assurer son rôle régalien dans la prise en charge de la santé et ne confie pas ça à des opérateurs, n'est-ce pas, qui, s'il n'y a pas une bonne surveillance, pourraient en faire une simple marchandise pour s'enrichir. Alors donc, la question, étant donné que nous ne pouvons pas empêcher la privatisation, l'idée était en tout cas qu'il y ait une très forte réglementation, de manière à ce que chaque partie occupe son rôle. Et nous pensons que le privé doit avoir un cahier de charges. Et le service public de santé doit continuer également à assumer son rôle. Alors maintenant, pour en venir à la mesure, il s'agit, dit-on, d'une mesure qui porte réglementation, n'est-ce pas, disons de la vacation. Pour l'instant, je n'ai pas une connaissance approfondie, n'est-ce pas, de la décision. Je ne peux pas dire exactement de quoi ça retourne, mais l'idée majeure que je souhaite qu'on retienne, c'est que il faut insister pour que le service public de santé fasse son bilan, reprenne en fait en main la santé des populations et que les dispositions qui obligent, n'est-ce pas, le service public à jouer son rôle, que ce soit assuré. Pour l'instant, n'ayant pas connaissance en détail de la mesure, je ne peux pas opiner sur parce que la question de travailler 2 ans et de choisir de rester au public et au privé, bon, ne me paraît pas bien clair. Alors, est-ce que si moi je suis au public, je travaille tel que la mesure l'autorise en vacation, je fais 2 ans, et on dit que je dois choisir, si je travaille, je choisis de revenir au public, est-ce que immédiatement je peux encore postuler pour recommencer? Ce n'est pas dit que c'est interdit. Donc, n'ayant pas connaissance de cette précision, on ne peut pas en réalité apprécier quel est l'impact que ça va avoir sur, en réalité, le souci de bien réglementer le fonctionnement des 2 sous-secteurs, en fait, de la santé. Voilà ce que je peux dire, sous réserve vraiment de rentrer en connaissance du texte. Et que pensez-vous de la décision en elle-même? Oui, l'État attendu, comme je l'ai dit, parce que nous avions dit que comme on ne peut pas interdire la privatisation, il va falloir faire en sorte qu'elle ne perturbe pas le fonctionnement de la prise en charge sanitaire des populations. Ok, merci. Geoffroy Vara. Pas de question de généralité, donc on va rentrer. Je ne sais pas si, quand on parle du REDLAC, je sais que ces derniers temps, il y a un procès, bon, je sais qu'on ne va pas rentrer dans le procès, mais on va aller de façon plus large, parce que très souvent, on a des processus électoraux rimés avec des moments de corruption très forts. Dans ce cas de figure-là, je pense que vous êtes constitué partie civile. Pour vous aujourd'hui, puisqu'on est dans des forts débats sur qu'est-ce qu'il faut refonder, comment il faut encadrer les choses, pour notre processus électoral, il avait été demandé aux partis politiques de faire des propositions sur ce chapitre-là. Comment est-ce qu'on fait pour assainir? Parce que c'est la grande question qui est au fond du dossier qu'on est en train de voir, dans laquelle vous êtes partie civile. Mais après, on se demande, mais oui, c'est vrai, il y a un procès, mais après, on règle tout ça là comment? Bien, merci. Vous posez là une question importante relative à la corruption électorale que nous avons abordée à travers une étude sur les campagnes de 2015-2020. Et le rapport d'étude montre bien qu'il y a bel et bien corruption électorale dans notre pays et les élections de 2020 ont largement montré que c'est les plus riches qui ont gagné.
Alors le procès que vous évoquez, ce qu'on dit couramment le procès d'Abilgou, est un dossier qui nous intéresse à plus d'un titre. Pourquoi? Parce qu'à notre avis, aujourd'hui, pour moraliser la vie politique, il faut des exemples. Et donc pour nous, l'aspect le plus important que nous souhaitons qu'on retienne, c'est que il se dégage des discussions qu'il est avéré qu'il y a bel eu corruption électorale. Il y a également eu détournement des deniers publics. Et ici, la particularité qui enseigne, que ce procès donne comme enseignement ou information, c'est que c'est le denier public qui a été détourné pour faire la corruption électorale. Donc, on est dans un enchevêtrement d'infractions, mais qui en réalité est une espèce d'image des pratiques dans les milieux politiques pour accéder au pouvoir. Donc, nous souhaitons, au-delà du fait qu'on s'est constitué partie civile, qu'on tire leçon de ce procès pour que d'abord tous ceux qui voudraient s'adonner à cette pratique soient dissuadés. Mais deuxièmement, on devrait en tirer un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles, parce que l'étude que nous avons faite, les recommandations portaient notamment sur le fait qu'il fallait, en tout cas, réglementer ou plafonner les dépenses en matière électorale. Il faut bien sûr mettre en place un système qui suit les dépenses pendant les campagnes électorales. Il faut qu'il y ait des sanctions pour les acteurs qui s'adonnent à la corruption électorale. Il faut également que les acteurs qui ont été pris, non seulement à titre individuel, soient sanctionnés, mais même les structures qu'ils dirigent. Il faut pour les acteurs, il faut leur interdire l'activité politique, tout simplement. Donc, on pense que il faut mettre fin en réalité à l'impunité qui règne en matière de corruption électorale. Maintenant, les dispositions que l'on peut prendre, on peut se concerter parce que pour l'instant, en réalité, là, il a été jugé pour, bien sûr, détournement et le dossier a dit, sinon, on n'a pas poursuivi une autre personne pour l'instant pour corruption électorale. Alors que nous savons, notre étude a montré que les 3 partis qui sont venus en tête en 2020 ont pratiqué la corruption électorale. Et nous avons fourni des éléments factuels là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure, pour l'instant, il y a d'autres qui sont en vue. Bon, tant que la situation ou la réglementation des élections serait ce qu'elle est aujourd'hui, il est bien possible que on trouve des situations de ce genre, puisque on a assisté seulement à un procès. Aucune mesure d'ordre de portée générale n'a été prise pour prévenir en réalité la corruption électorale. C'est pourquoi j'ai dit que pour l'instant. D'accord. Disons donc qu'aucune mesure n'a encore été prise. Le procès n'est pas terminé. On attend toujours le verdict. Les réquisitions ont été prononcées. C'est la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Nous recevons Pissiamba Ouedraogo, qui est secrétaire exécutif adjoint du RENLAC. Nous parlons donc de la matière corruption. Nous parlons de la corruption dans toutes ses dimensions, puisque le 11 juillet de chaque année est décrété Journée africaine de lutte contre la corruption pour marquer
l'adoption il y a 20 ans exactement par 48 pays africains à Maputo, au Mozambique, de la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Depuis, si l'on a noté quelques progrès sur ce chantier, les détournements d'argent restent importants et font perdre au continent. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ils font perdre donc au continent 148 milliards de dollars par an. Corruption toujours, corruption encore, mais au Burkina, on a des faits d'actualité qui illustrent ce phénomène. Bernard Boukma. Oui, c'est vrai, mais avant d'en venir effectivement sur les cas au niveau du Burkina, il y a cette année les classements qui sont faits par Transparency International. Je voulais savoir aujourd'hui la situation du Burkina Faso par rapport à ce classement mondial. Est-ce qu'on est mieux loti en termes d'amélioration, quoi, voilà. Malheureusement, pas du tout. Nous ne sommes pas mieux lotis, puisque selon le rapport, effectivement, de Transparency International, sur une échelle de 100, nous sommes à 42. Et alors que, comme il l'a indiqué, sur les 48 pays qui ont fait l'objet, n'est-ce pas, de l'étude de Transparency International, seuls 5 pays ont la moyenne. Donc le Burkina est toujours loin de la moyenne, 42 sur 100. Nous n'avons pas la moyenne. Et au niveau national, notre rapport 2021 montre largement que la corruption poursuit, comme on dit, sa courbe ascendante. Et nous sommes sur 3000 enquêtés. 85% ont estimé que la corruption est fréquente, voire très fréquente. Autrement dit, du genre 8,5 Burkinabés sur 10 estiment que la corruption augmente dans notre pays. D'accord. Il y a des efforts qui ont été faits en matière au niveau des corps de contrôle de l'État. En tout cas, il y a une volonté d'améliorer l'offre au niveau de la SELC par rapport à améliorer même déjà l'organisation, donc l'organigramme. Notre paire de manches, c'est lui donner suffisamment maintenant de moyens pour pouvoir faire face à la situation. Bon, avec le départ également du contrôleur général, est-ce que pour les instruments de contrôle au niveau État, on peut dire que sur le plan organisationnel, la machine est parfaite pour pouvoir faire face à la situation? Eh bien, merci. Tout à fait. Nous estimons au niveau du RENLAC qu'au niveau du cadre juridique, il y a eu quand même de bonnes avancées. Et l'adoption de la loi anticorruption est quand même un acquis important dans les décisions qui ont été prises ces dernières décennies dans notre pays dans la lutte contre la corruption. Il y a eu également des institutions qui ont été, disons, améliorées parce que l'ASC, LC, ne s'appelait pas comme ça il y a quelque temps. Donc l'appellation qu'on lui donne avec la loi organique, en réalité, lui a donné plus de force et en tout cas élargi ses attributions. Et il y a beaucoup d'autres structures qui participent, étatiques, qui participent à la lutte anticorruption et même au niveau donc des organisations. Mais quand on regarde cet arsenal, quelle que soit sa qualité relative, mais l'on constate parallèlement que la corruption continue à augmenter. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Et pour nous, au niveau du RENLAC, le problème de fond, c'est quoi? Pour nous, c'est ce que nous appelons la volonté politique. Et quand on le dit, ça paraît arbitraire, mais nous entendons par là. Quand on regarde les effets de la corruption, il est devenu une gangrène qui a atteint le tissu social dans tous ses compartiments. Et la corruption, donc, dans cette configuration, ne peut pas être combattue
par des mesures isolées. Nous estimons, quand on parle de volonté politique, qu'il faut une politique nationale de lutte contre la corruption, dans laquelle on va savoir quels sont les objectifs que l'on poursuit, quelles sont les activités qu'on va réaliser. Cela peut être évalué, quels sont les acteurs qui vont associer. Ensuite, dans cette politique, on va effectivement définir ce qu'il faut faire. Et parallèlement à cela, il faut que les dispositions d'ensemble donnent une force à la société civile pour effectivement contribuer à la lutte anticorruption au niveau national. Parce que jusqu'à présent, les mesures étatiques, disons les dispositions de l'État dans le cadre de la lutte anticorruption, ça consistait à prendre des mesures isolées. Or, on a affaire à un phénomène qui est global. Parce que quand on prend une mesure isolée, mais il s'adapte. Les corrompus et les corrupteurs ont cette intelligence, j'allais dire machiavélique, de s'adapter aux mesures isolées. Donc, de notre point de vue, une politique qui prendrait comme, on le dirait couramment, genre une haie à la battue, n'est-ce pas, qui poursuit le gibier, aurait pu réduire les marges de manœuvre donc, de ce fléau-là. Donc, pour nous, c'est ça qui manque. D'accord, mais il y a, dans le dispositif juridique, il y a des points qui sont pertinents, mais à l'application, c'est très difficile. C'est par exemple l'idée des cadeaux qui ne doit pas dépasser 35 000 francs. Alors que parfois, le bélier qu'on offre même au chef de l'État ou à certains représentants de l'État, le bélier même dépasse déjà 35 000 francs. Alors, ce n'est pas permis. Est-ce qu'à l'application terrain, ces dispositions-là sont applicables réellement? Parce que ça dépend de qui offre. Vous êtes en visite, on vous donne et puis vous partez. C'est même pas sûr que jusqu'à la fin de votre mission vous allez revenir là-bas. Mais c'était quand même un cadeau. Mais il y a des cadeaux aussi. Vous savez que ça peut passer sous le prisme d'une corruption passive. C'est ça. Voilà. Donc il y a ces éléments de la loi là. Est-ce qu'à l'application c'est possible dans certains cas de disposition? Oui. En réalité, cette difficulté fait partie, disons, des avatars de toute loi. Pourquoi? Parce que c'est pour implémenter un changement. Et le changement, il prend du temps. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, il faut savoir que le phénomène de la corruption continue d'impacter les mentalités. Ce qui fait que, bien que cette disposition existe, il y a beaucoup de tentatives de contournement. Mais cela étant, si dans l'application, il y a des difficultés, c'est bien parce que c'est un canal pour faire renaître le phénomène lui-même de la corruption dans sa totalité. On se souvient que l'argent qui était dans les malles de M. Guiraud, on nous a dit que ce sont des cadeaux. Alors donc vous imaginez, si des cadeaux vont jusqu'à atteindre ce montant, ça veut dire que bien que ça ait été fait avant l'adoption de la loi, on pourrait imaginer aussi qu'après l'adoption, ça pourrait être un canal pour effectivement continuer à développer le phénomène de la corruption. Mais nous, on pense qu'il faut continuer à faire l'effort d'application. Si la lutte, par ailleurs, est bien faite, on pourra, s'il ne restait comme source que, comme risque, n'est-ce pas, d'aggravation que les cadeaux, je pense qu'on pourra venir au bout de ça, au bout d'un certain nombre de temps. Alors, je vais donner la parole au juge Geoffroy Vara, mais avant, je rappelle à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent sur Watt FM, que nous recevons aujourd'hui Pissiamba Ouedraogo, qui est secrétaire exécutif adjoint du RENLAC. Nous parlons bien entendu de corruption, nous parlons de ce phénomène qui prend de l'ampleur au Burkina et dans le monde, mais nous parlons surtout du Burkina, Geoffroy Vara. Oui, on parle du Burkina. Tout à l'heure, vous disiez, en tout cas, il y a
des réponses qui sont données, mais ne parviennent pas en tout cas à résorber forcément le phénomène. Parmi les actions qui sont menées, vous dites quelquefois il y en a de ponctuelles. Récemment, on a eu la question c'est le comment on appelait ça, la e-contravention. Je me rappelle que c'était le 6 décembre, non, si ma mémoire est bonne, lorsque vous faisiez votre point habituel, on avait le trio de tête, c'est police municipale, douane et police nationale. Et nous, on est tous usagers de la route. On sait que là où vraiment la corruption là, elle est très visible, c'est les sifflets au feu. C'est ça. Est-ce que parce que quand on nous a fait la communication, on nous a dit la e-contravention, ça va permettre de lutter contre la corruption. Vous y croyez? Quel est le problème sur les voies fondamentalement? Peut-être c'est là, si c'est décelé, qu'on pourra pouvoir se dire qu'on peut trouver une solution. C'est l'homme qui tape la machine, c'est l'homme qui constate comment dire cela, l'infraction, et c'est lui qui doit faire appliquer la loi. Est-ce que une alternative de paiement électronique peut changer beaucoup de choses? Bien, merci. Je pense que de notre point de vue, à la fin de notre rapport sur l'état de la corruption en 2021, nous avons effectivement recommandé la digitalisation d'un certain nombre d'actes dans les services. Et pour effectivement réduire autant que faire se peut les contacts humains qui sont source de corruption. Et tel qu'on le voit, ce e-contravention, disons, vient un peu comme dans ce sens. Mais de notre point de vue, ce qui se passe dans la rue est tel que c'est décrit. Si on voit comment ça va être opérationnalisé, le contact humain demeure. Et du fait que le contact humain demeure, l'idée de la mesure est bonne, mais on voit qu'il y a des limites. Et c'est clair. Un autre aspect qui nous vient en tête par rapport à cette mesure, sinon on pense que bon, c'est une bonne initiative, mais qui ne devrait pas être considérée comme vraiment une solution à la corruption qui est pratiquée entre les forces de sécurité et les usagers. Alors je disais qu'une autre idée qui nous vient en tête, on n'a pas bien sûr pris en compte les mesures qui accompagnent cette disposition, mais on entend dire que c'est pour faciliter, n'est-ce pas, le paiement des contraventions, pour ne pas trop créer de désagréments aux usagers. Et cet aspect, si on y prend garde, est comme une prime à l'infraction. C'est comme si je suis prêt à payer rapidement, n'est-ce pas, puisque maintenant c'est digitalisé, ben, je peux faire une infraction. Or, le véritable problème, s'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de corruption. Ça veut dire qu'il faut, en même temps que cette mesure est prise, qu'il y ait d'autres pour effectivement éviter qu'il y ait la cause qui fait le problème. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'insiste là-dessus, que la volonté politique que l'on demande, c'est une mesure globale. C'est une politique nationale de lutte anticorruption. Et c'est elle qui doit voir les différents axes, n'est-ce pas, d'expression de la corruption ou des sources ou de facteurs qui créent les conditions de la corruption pour pouvoir donc soutenir la lutte. Parce que dans cette politique, de notre point de vue, il faut des mesures préventives. Il faut qu'on prévienne, n'est-ce pas, tous les actes qui
crée les conditions de la corruption. Donc, pour me résumer, non, pour nous, c'est une bonne initiative, mais nous pensons, comme on dit couramment, que c'est bien, mais bon, il faut qu'on prenne ça à sa juste valeur. D'accord. Et quand on vous écoute, c'est dire, on est tous d'accord, c'est là où l'homme intervient que, en tout cas, la corruption, elle est possible. Donc, même avec la digitalisation, c'est éviter au maximum la possibilité de cette corruption-là, pour ne pas que ce soit l'argent qui soit au cœur ou tout cela. Mais d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que celui-ci qui on doit travailler, c'est même l'argent. En définitive, c'est même l'argent sur lequel on doit travailler. Mais chaque fois que vos rapports sortent, c'est les mêmes, hein, police municipale, douane, police nationale, il y a d'autres aussi qui viennent, et ça c'est de façon récurrente. Mais quand vous discutez avec eux, je me dis, vous êtes directeur général de la police, par exemple, à chaque fois que ça sort, ça vous dérange. Vous dites, écoutez, je vais voir avec le RENLAC, on va discuter, voir comment est-ce qu'on peut travailler à solutionner les choses. Et quand ça fait quand même des années que ça continue. C'est quoi le cœur de la chose? Je ne pense pas que quand on fait les recrutements, in fine, il y a un profil qui vient là-bas, je ne crois pas. Ou bien c'est quand ils arrivent là-bas, ils le deviennent. Ou bien, comme ils disent eux-mêmes, c'est parce qu'on est sur la route là que c'est pour nous, vous voyez. Bien. En tout cas, vous posez là une question de fond. Mais on pense que c'est les conséquences du développement de la corruption même dans le pays. C'est le fait qu'au sommet de l'État, on n'a pas l'exemple. C'est le fait que l'on voit que c'est ceux qui s'adonnent à cette pratique qui sont les meilleurs, parce que matériellement, ils ont les moyens. Donc socialement, c'est ça qui est valorisé. Alors de ce point de vue, lorsqu'on se trouve à un poste de service où cette possibilité existe, eh bien, s'il n'y a pas de disposition adéquate, forcément, le phénomène se développe. C'est un peu comme si vous avez une plaie, eh bien, si vous allez dans un milieu qui est pollué, forcément, vous allez l'infecter. Notre société est polluée. Les pratiques administratives sont polluées. Au sommet de toutes les administrations, on ne donne pas l'exemple. Donc, on crée les conditions pour que ça pousse. Maintenant, pourquoi c'est toujours, ou en tout cas pendant ces dernières années, c'est la police, c'est la douane. En réalité, le rapport est du RENLAC, mais les données viennent des populations. Nous ne faisons que des enquêtes et nous rendons compte des opinions qui ont été exprimées. Maintenant, nous pensons qu'au bout de 10 ans, ce qui se passe n'est pas un acharnement des populations contre ces services, c'est que c'est fondé sur des faits. Alors maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que nous faisons? Après les premiers rapports, donc de RENLAC qui a classé les services, nous avons développé cette idée de créer des comités anticorruption dans les services. Au départ, il y en a eu à la police. Mais pour des raisons diverses, ces comités anticorruption n'existent plus. Et on a des difficultés pour les remettre en place. Mais mieux, il y a eu des rencontres qui ont été provoquées par les services avec le RENLAC, en discussion avec les agents de police, mais où certains ont dit directement à nos représentants, oui, la lutte contre la corruption, c'est une bonne chose, mais nous, on ne va pas abandonner. Ça a été dit. Donc ça veut dire quoi?
que pour extirper, n'est-ce pas, ce mal des services, il faut que la lutte soit au niveau national et qu'il n'y ait pas de place pour que ce fléau puisse se développer. Donc, de notre point de vue, on ne pourrait pas, ou en tout cas, on pourrait réduire, c'est vrai, mais on ne peut pas éradiquer partiellement la corruption d'un service donné. Il faut que ce soit une mesure d'ensemble et qu'on progresse. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Oui, justement, Pissiamba Ouedraogo, quand vous parlez de dispositions et de mesures à prendre, l'exemple qui doit venir d'en haut, on voit là encore qu'il faut mettre en place des mécanismes pour arriver à combattre la corruption. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus une affaire de changement de comportement, de mentalité, de rapport de soi vis-à-vis de ce phénomène de la corruption? Est-ce que les dispositions pourront vraiment changer quelque chose si les mentalités ne changent pas elles-mêmes? Bien, merci. En réalité, pour changer les mentalités, il faut un autre visage de la société. Ce qui veut dire que les structures qui sont en charge aujourd'hui d'appliquer les lois dans le contexte là, de lutte anticorruption ne peuvent pas seulement suffire si on ne procède pas de deux manières. Il faut, pour changer les comportements, éduquer, c'est-à-dire il faut former, il faut mettre en place des structures de contrôle et de veille pour rappeler les uns et les autres à l'ordre. Le second volet, il faut réprimer. Et la répression, là, doit être sans distinction, du sommet à la base. Donc, c'est vrai qu'au final, la corruption, c'est un comportement, mais pour effectivement changer le comportement, il faut des dispositions organisationnelles à l'échelle de la société. Il faut des dispositions à l'échelle de la société, Bernard. Oui, effectivement, il faut des dispositions à l'échelle de la société parce que je pense que le plus gros boulot, c'est celui mental. Parce que j'ai parlé du cas des cadeaux, parce que d'un point de vue culturel, vous ne pouvez pas aller saluer quelqu'un qui a été promu les mains vides. Et la taille du cadeau compte en la matière. Même si, je dis bien, il n'y a aucune idée d'un esprit de corruption passive là derrière. Dans les localités reculées, un service qui est rendu à un parent, il est enclin, même quand c'est le fait d'un agent de l'administration, pour lui a rendu service et la reconnaissance lui exige qu'il lui donne un cadeau. Alors que pour une place d'un enfant obtenu dans un établissement, pour l'établissement d'un acte administratif, ils estiment que la culture exige que vous lui fassiez un cadeau. Alors que, je dis bien, il n'y a aucune idée de corruption passive derrière. Donc, il y a ce travail également de mentalité à faire. Quand bien même, il y en a qui le font expressement en fonction des intérêts éventuels qui pourront avoir sens. Souvent, on parle de corruption passive. Mais je dis, le travail également doit être poursuivi parce que au niveau des feux tricolores, parfois ce n'est pas l'agent même qui dit écoutez, glissez mon billet et partez. C'est celui qui est pris, qui est pressé, qui est tenté de dire bon, est-ce qu'on ne peut pas s'entendre, vous prenez cela, vous me laissez passer, parce que s'il part avec le document ou l'engin, c'est pratiquement à Tampouy. Pour quelqu'un qui loge à Benogo ou à Karpala, qui doit traverser la ville après pour aller à Tampouy récupérer une carte grise qui est un permis de conduire ou un engin, il est tenté de glisser un billet et puis filer. Puisqu'il ne peut même pas payer, même s'il veut payer la contravention sur place, ce n'est pas permis. Donc il y a un effort à faire au niveau des citoyens. Et là, effectivement, je suis d'accord. Quand bien même, on ne dédouane pas les agents assermentés pour le faire. Mais maintenant, sur l'actualité aussi, les faits, c'est ce qui se passe récemment au niveau de l'ONEA, où le RENLAC même a été formellement saisi de la situation par rapport au nouveau directeur général, dont la CGTB section ONEA demande de surseoir à sa nomination
le temps que les audits soient terminés. Vous avez été formellement saisi, en tout cas selon les documents qui nous sont parvenus, vous avez été formellement saisi de la situation. Et elle est à quel niveau maintenant? Bien, merci. Oui, nous avons été formellement saisis. Et comme je le disais en off, c'est une question qui est toujours un traitement. Parce que au niveau de RENLAC, lorsque nous avons un dossier, quel qu'il soit, la principale préoccupation, c'est de réunir beaucoup d'informations avant de réagir. Sinon, nous avons été saisis, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore formulé une réaction précise. C'est tout à fait ça. D'accord. Geoffroy Vara. Bon, là, c'est précis, on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, on va attendre votre réaction. Mais de façon générale, c'est vrai qu'on n'a pas encore les rapports comme vous faites chaque année. On est depuis plusieurs mois maintenant en période de transition. Certains disent que c'est le moment où quelquefois on serre les boulons, où tout le monde a peur, personne ne veut faire en fait des erreurs parce que ceux qui viennent, ils martèlent que bon, on ne va pas s'amuser, ce qui s'est passé avant c'est fini. C'est quoi la tendance aujourd'hui, cette corruption-là? Elle a baissé? Bien. De notre point de vue, le constat que nous faisons est deux aspects. Le premier aspect, c'est que les nouveaux arrivants ont dans les discours effectivement proclamé lutter contre la corruption. Tout le monde se rappelle, le président de la transition lui-même l'a dit, qu'il y a des officiers milliardaires. Donc le Premier ministre l'a dit, beaucoup de ministres ont en tout cas proclamé leur adhésion à la lutte anticorruption. Mais depuis aussi ce qui concerne les officiers milliardaires, nous n'avons pas encore enregistré de dossier. Donc nous ne savons pas à quel niveau les choses se trouvent. Mais pour nous, au RENLAC, nous avons un peu l'habitude des discours au niveau des hommes politiques. En matière, depuis 15 ans pratiquement, tous les gouvernants déclarent associer à leur politique la lutte anticorruption. Mais quand on regarde leurs pratiques, nous sommes toujours loin dans la mesure où, comme je l'ai dit, entre 2016 et 2021, la corruption a progressé dans notre pays de 30 points. Parce qu'en 2016, nous étions à 41 sur 100 et en 2021, nous sommes à 71. Ce qui veut dire que malgré les proclamations, la corruption avance. Alors, est-ce que spécifiquement sous la transition, il y a des éléments qui montrent que la corruption demeure? De notre point de vue, c'est oui. Il n'y a qu'à regarder la presse tous les jours. On révèle des dossiers, on révèle des scandales. Même si pour l'instant, ça ne concerne pas les autorités en place, en tout cas, ceux qui sont, n'est-ce pas, habitués à ce phénomène-là continuent à s'adonner à leurs activités. Ce qui veut dire que pour nous, c'est pourquoi au RENLAC, nous continuons la lutte. Et ce que nous attendons, bien sûr, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est une politique globale. Mais en attendant cela, nous avons un certain nombre d'initiatives pour continuer. Nous sommes en train d'initier un projet de loi pour protéger les lanceurs d'alerte, les dénonciateurs et les témoins. Et nous sommes aussi en train d'initier
la modification de la loi portant création des pôles spécifiques, ECOFI, nous sommes en train de proposer des améliorations. Parce que dans la pratique, les acteurs ont diagnostiqué, n'est-ce pas, des difficultés qui nous ont interpellés. Et nous avons donc suggéré cela. Nous avons récemment attribué un prix, ce que nous appelons le prix de la transparence, au niveau des collectivités territoriales. Nous avons réuni 13 communes qui sont concernées, n'est-ce pas, par l'activité. Bien sûr, aucune commune n'a obtenu la moyenne pour avoir le prix, mais nous avons attribué des prix d'encouragement. Ça veut dire quoi, tout cela? Ça veut dire que nous ne sommes pas directement adossés à l'activité politique. Nous pensons que avec les citoyens, le RENLAC peut contribuer toujours, quel que soit le régime qui est là, à faire avancer en fait la lutte anticorruption. Nous sommes inscrits là. C'est important parce que je termine par là, s'il vous plaît. En décembre, nous avons tenu nos journées nationales de refus de la corruption et notre thème, c'était terrorisme, corruption et terrorisme au Burkina. Quelle perspective! Et les panels qui ont été tenus d'un point de vue scientifique ont montré que dans le contexte aujourd'hui de guerre dans notre pays, pour nous sortir de cette crise, il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut mettre ensemble la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la corruption. C'est donc sans prétention que nous donnons ces contributions dans le sens d'aider à faire avancer notre pays. Lutte contre le terrorisme et lutte contre la corruption doivent donc aller de pair. Le temps qui nous est imparti pour cette audience est arrivé à son terme et elle s'achève donc. C'est la 4e audience de la 28e semaine de l'année 2023 consacrée à la lutte contre la corruption au Burkina, avec Pissiamba Ouedraogo, secrétaire exécutif adjoint du réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Merci, Monsieur Ouedraogo, d'avoir honoré notre convocation. Merci. Merci aux juges, merci Geoffroy Vara, merci Bernard Bougma. Merci, Président. Et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage à toutes nos forces combattantes et courage à chacun sur son front de travail pour l'œuvre commune de sauvegarde et de restauration de la patrie. Et n'oubliez pas que beaucoup peuvent avoir ce que vous avez, mais personne ne peut être ce que vous êtes. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.